Un nouvel épisode en ma compagnie de Café d'Histoire. Aujourd'hui, un thème un peu spécial, le droit et la sorcellerie. Ce thème peut sembler un peu paradoxal. En effet, le surnaturel échappant déjà aux lois de la nature, comment pourrait-on penser qu'il puisse respecter celles des hommes ? Le droit face à la sorcellerie. De prime abord, cet assemblage semble paradoxal. Effectivement, le droit est l'outil des hommes pour réglementer et organiser la réalité tangible et raisonnable. Le droit peut régler les litiges, trouver l'équilibre, définir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En revanche, une femme accusée de sorcellerie, où est la certitude qu'elle l'est ? Comment les médecins peuvent-ils avancer avec conviction qu'une femme est maudite ? Le surnaturel échappe déjà aux lois de la nature, il est très dur de respecter celles des hommes. Et pourtant, le droit a dû prendre en charge des événements qui prenaient une place trop importante dans la vie réelle. Le premier code, le code d'Hammurabi, contenait des dispositions relatives à la sorcellerie. Jusqu'au XIXe siècle, le surnaturel a côtoyé la vie des hommes et donc s'est répercuté dans le droit. Il suffit de regarder au niveau de la littérature, des mœurs, des interdits imposés par l'Église. Tout prenait en compte la sorcellerie comme un fait réel et craint. D'ailleurs, de grands penseurs, respectables et respectés, ont écrit sur ce sujet. Pensons au jurisconsulte Jean Bodin, qui a écrit de la démonomanie, un ouvrage entier sur le sujet. Il faut tout de même reconnaître que la définition des sorcières évolue dans le cadre spatio-temporel. Du Moyen-Âge, où on procédait à une véritable chasse aux sorcières en France, à notre période actuelle où on ne trouve pas de crime de sorcellerie dans le code pénal ou de définition de la sorcière dans le code civil, il y a donc un monde. Nous verrons de quelle manière la vision des sorcières a évolué par le prisme du droit et de l'histoire. Comment le droit, dans toute sa réalité et réalisme, a dû un jour se confronter à ce qu'il y a de moins réaliste au monde, les croyances et superstitions. Pour cela, accueillons notre premier expert, Madame Nkoulou, auteure de La sorcellerie au prisme du Moyen-Âge, publiée en mars aux éditions La Pléiade. Bonjour Madame Nkoulou. Bonjour. Vous êtes donc spécialisée dans le droit médiéval. Que pouvez-vous nous dire de la place de la sorcellerie au Moyen-Âge ? En fait, si vous voulez comprendre la place de la sorcellerie pendant l'Inquisition, il suffit juste de lire la bulle papale du pape Jean XXII, qui décrit la sorcellerie en 1326 et qui parle de la sorcellerie en fait comme un pacte avec l'enfer, des gens qui font des sacrifices pour les démons, etc. Et en fait, cette bulle elle a déclenché dans toute l'Europe catholique une véritable chasse aux sorcières, dont l'histoire est encore aujourd'hui racontée, mais avec plus ou moins d'exactitude, bien sûr. Donc, en fait, la chasse aux sorcières, à l'époque, elle était autant sociale que religieuse, et en réalité, il y avait différentes perceptions de la sorcellerie pendant le Moyen-Âge. Donc, on a vu l'acte de sorcellerie en fait passer du statut de simple erreur à celui du crime passible de la peine de mort, enfin à la condamnation et à l'exécution des accusés. C'est vrai qu'on dit souvent du Moyen-Âge que c'est une période d'obscurantisme. Qu'en est-il de la réalité, selon vous ? En fait, la croyance populaire d'un Moyen-Âge obscurantiste, elle n'est pas vraiment fondée, puisqu'elle a surtout été mise en place en fait, par les philosophes des Lumières, qui voulaient instaurer en fait, le courant de la Renaissance en rupture totale avec le passé. En réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, la persécution des sorcières elle a commencé plus vers la fin du Moyen-Âge en Europe, vers le XIIIe siècle à peu près. En fait, avant, ces pratiques, elles étaient tolérées. Bon, bien sûr, il y avait un corpus législatif qui prohibait la sorcellerie, mais les peines étaient assez légères et très peu appliquées. Alors, ce qu'il faut préciser à nos téléspectateurs, c'est que le XIVe, qui vient ensuite, est une période de grands changements. C'est la peste, c'est le schisme en Occident. Une période trouble. Alors, que pouvez-vous nous en dire, Ariel ? En fait, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec la bulle du pape XXII, en 1326, qui, en fait, c'est elle qui a vraiment drastiquement changé la perception qu'on avait de la sorcellerie, puisque cette pratique, en fait, est devenue un moyen de rejeter la faute et de trouver un bouc émissaire pour tous ces maux de la société. Donc, c'est l'Église qui va se charger du jugement des accusés selon le droit canonique. En fait, ça fait que les accusations deviennent de plus en plus misogynes, puisque la femme est déjà dans la religion considérée comme responsable de tous les maux de l'humanité, puisque c'est la pécheresse originelle. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que la sorcellerie, en fait, ça devient une pratique presque exclusivement féminine. C'est une idée d'ailleurs qu'on retrouve chez un historien américain qui s'appelle Richard Kiefer, qui dit qu'en fait, à cette époque, 80% des accusations qui menaient à un procès visaient des femmes et des veuves le plus souvent. Pour ce qui est de leur procès, les sorcières étaient donc soumises à une procédure inquisitoire avec différents modes de preuve. Le plus courant et le plus connu étant lors d'avis par eau froide. Les sorcières étaient plongées dans l'eau bénite et si elles flottaient, les accusations de sorcellerie étaient donc fondées. On retient également la pesée, une croyance populaire voulant que les sorcières ne pèsent plus rien. On peut
aussi rechercher les marques du diable sur leur corps ou encore même déceler des problèmes de santé qui témoignaient de la pratique de la sorcellerie. En bref, les inquisiteurs utilisaient la torture pour faire avouer les prétendues sorcières. Et ces horreurs, Oriane, quand s'arrêtaient? Alors en France, la décriminalisation de la sorcellerie elle est progressive, surtout au cours du XVIIe siècle, puisqu'on a l'ordalie paroufroide qui est interdite en 1601. En 1604, on a la possibilité d'appel qui est instaurée, donc ça va venir réduire considérablement le nombre de condamnés à mort. En juillet 1682, on a donc un édit qui décriminalise définitivement la sorcellerie, même si on a encore quelques accusations de pratiques occultes jusqu'au 19e siècle, mais c'est vraiment... Merci Oriane. Alors, pour conclure, la chasse aux sorcières en France, elle a donné naissance à de nombreux mythes. Et par exemple, loin du million de morts annoncé, on retiendra que cette chasse aurait causé entre 30 000 et 50 000 morts. Après ce point sur la situation des sorcières en France au Moyen-Âge, avançons dans le temps et changeons de contrée. Je vais donc laisser la place à ma consoeur Emma Giesen-Danner qui va nous éclairer sur la situation des sorcières au Royaume-Uni à partir du XVIe. Bonjour à tous, je suis Emma Giesen-Danner, historienne. Prenez un café, j'ai déjà le mien car ça risque d'être un petit peu long. À partir du XVIe siècle, les procès pour sorcellerie ont pris une importance considérable au Royaume-Uni, marquée notamment par une série de lois nommées les Witchcraft Acts. C'est à partir de ces lois que s'institutionnalise la chasse aux sorcières et leur punition. En effet, il s'agit de la première loi à définir la pratique de la sorcellerie comme un crime, alors punissable par la peine capitale et la confiscation des biens. De plus, c'est également cette dernière qui supprime le privilège jusque-là accordé au clergé, selon lequel ne pouvait être pendu quiconque était capable de lire un passage de la Bible. On retient également le Witchcraft Act de 1563 ou Elizabeth Act, dans la même veine, mais qui, tant qu'à elle, prévoit de punir de la peine de mort qu'en cas de préjudice. Vous êtes toujours là, car il y a encore beaucoup d'informations. À cette époque, le nombre d'arrestations est en perpétuelle augmentation. Cela reflète sans l'ombre d'un doute un réel problème sociétal. En effet, il est primordial de se souvenir que les procès étaient avant tout populaires. Face au problème que la rationalité humaine de cette époque ne parvenait à expliquer, dictée par la religion et les croyances, les villageois accusent la plupart du temps les marginaux exclus de la société. On remarque donc que ces procès répondent avant tout à la peur, au sentiment d'insécurité ressenti par la population. Le contexte économique, et avec le mouvement des enclosures, peut aussi et sûrement nous faire comprendre cette chasse aux sorcières. En effet, les femmes s'opposent vivement au passage des traditionnels communaux à un système fondé sur la propriété privée. La chasse aux sorcières peut donc être vue comme une contre-réaction au niveau étatique face à la résistance féminine. Avançons dans le temps et changeons de région. La Witchcraft Act écossaise de 1563 allait encore plus loin que sa contemporaine britannique, puis c'était considéré comme une infraction majeure non seulement la pratique de la sorcellerie, mais également la consultation de sorciers. Cette loi date de 1563, mais c'est réellement en 1590 que la chasse aux sorcières écossaise débute, avec notamment le célèbre procès de sorcières de North Berwick. Durant ce procès, plusieurs femmes sont accusées d'avoir délibérément causé un orage afin d'empêcher le retour du roi écossais James VI et de sa promise, la princesse Anne du Danemark. Ces dernières furent torturées, puis étranglées et brûlées. De plus, il semble utile de préciser que les bûchers étaient très courants en Écosse. On disait même qu'il y avait plus de bûchers à Édimbourg que dans le reste du monde. Par ailleurs, l'histoire de la chasse aux sorcières retiendra la Witchcraft Act de 1604, loi anglaise très meurtrière, complétant l'Elizabeth Act, à punissait quiconque invoquait les mauvais esprits. Ce qui est intéressant avec cette Witchcraft Act, c'est qu'elle changea le statut de la pratique de la sorcellerie en la rangeant sous l'appellation de félonie, de crime. Par là, les accusés n'étaient plus jugés par les cours ecclésiastiques, mais par les courts of common law, ce qui avait pour avantage de les faire bénéficier de la procédure criminelle ordinaire. La mort par le bûcher, préconisée par l'Église au Moyen-Âge, fut alors remplacée par la mort par pendaison, dans les cas de sorcellerie avérée. Finalement, il faudra attendre la Witchcraft Act de 1735 pour mettre fin en Grande-Bretagne à cette période des procès de sorcières. Supprimant toutes les présentes Witchcraft Acts de Grande-Bretagne, la loi de 1735 abolit en effet la chasse et l'exécution des sorcières. Pour conclure, on peut citer un chiffre très représentatif de l'ampleur qu'ont pris ces procès à cette époque au Royaume-Uni. 3212 personnes ont été accusées de sorcellerie en Écosse entre 1563 et 1735. Comment aborder le sujet de la sorcellerie en omettant Salem? En effet, c'est un des procès les plus célèbres. Il débute en 1192 à Salem, lorsque deux jeunes filles, Elizabeth et Abigail, sont prises de comportements étranges. Elles se mettent à entendre des voix, parlent toutes seules dans des langues étrangères, etc. Tous ces symptômes sont relatés dans l'ouvrage du révérend Cotton Mather, qui les assimile directement à des sorcières. Plusieurs jeunes filles commencent à présenter les mêmes symptômes et l'inquiétude croît dans la région. Une véritable chasse aux sorcières commence. Les deux premières victimes désignent trois coupables à leur ensorcellement. Tituba, esclave du père d'Elizabeth, qui racontait des histoires de vaudou. Sarah Osborne, une vieille femme qui ne faisait pas souvent acte de présence à l'église. Et Sarah Good, une mendiante. S'ensuit alors une période où tout le monde s'accuse pour éviter la pendaison.
Sur 150 accusés, 19 sont pendus, une seule lapidée. Alors que ces procès se déroulent en juin, il faut attendre le 22 septembre pour que le gouverneur Phipps mette fin à ces procédures sous la pression des critiques des pasteurs de Boston. Les juges admettent en public avoir exécuté des innocentes fin 1692 et la Cour suprême acquitte en janvier 1793 toutes les accusées tandis que les derniers prisonniers sont libérés. Il est toujours intéressant d'élargir son regard et pour cela, traversons l'Atlantique et accueillons notre nouvelle invitée, spécialiste de l'ésotérisme mexicain, Madame Gerardo. Madame Gerardo, bonjour. Présentez-nous le cas de la sorcellerie au Mexique. D'où cela vient-il? Qu'en est-il? Alors, il faut savoir qu'au Mexique, dans l'état de Veracruz, il existe un village qui s'appelle Catemaco. Catemaco, c'est environ 30 000 habitants. Environ 1 millier d'entre eux pratiqueraient des actes de sorcellerie. Donc, ils mélangent la magie noire, tout ce qui est esprit maléfique, la magie blanche, tout ce qui se rattache aux éléments de la nature, mais aussi du chamanisme ou des rituels vaudous. Alors, bien sûr, si les premiers éléments peuvent s'expliquer par l'inspiration des anciennes cultures aztèques et olmèques qui étaient les premières populations vivant sur les territoires mexicains. On explique aussi les rituels vaudous par la présence d'esclaves africains à une certaine époque. Et d'ailleurs, on dit que les poupées vaudous seraient l'expression de la vengeance des esclaves. Mais aujourd'hui, vous nous dites que les choses ont changé dans votre ouvrage. Vous expliquez qu'il y a 2 étapes dans cette évolution. Donc, que pouvez-vous nous en dire? En effet, 2 étapes. La première, il faut savoir que comme dans tous les États d'Europe à peu près, le Mexique a été touché par une période inquisitoire, puisque le Mexique avait été colonisé par les Espagnols et qu'il y avait eu la volonté de faire régner le catholicisme. D'ailleurs, on dit que l'Inquisition au Mexique était une inquisition apostolique, c'est-à-dire que des membres du Saint-Siège étaient chargés de condamner les accusés d'idolâtrie. Et d'ailleurs, en 1536, l'évêque Juan de Zumárraga va introduire le premier tribunal de l'Inquisition apostolique, qui deviendra ensuite les tribunaux du Saint-Office, qu'on retrouvera au Mexique et au Pérou à partir de 1571, à peu près. Et donc on aura notamment 2 procès qui sont assez reconnus, celui d'un Indien, Marcos, en 1522, et un autre procès, celui d'un cacique, donc c'est un chef indien d'Amérique du Sud, qui s'appelait Carlos Ometeotsin, en 1531. Et du coup, la deuxième étape? La deuxième étape, elle est beaucoup plus récente. Depuis une dizaine d'années, on voit apparaître le danger lié à l'arrivée des narcotrafiquants au Mexique. Et donc c'est vrai que la population va avoir recours à des actes de sorcellerie, de chamanisme, pour notamment retrouver des proches disparus. Donc on a un réel sentiment que la sorcellerie au Mexique est devenue quelque chose de très commercial. Est-ce qu'il ne reste pas quelque chose aussi de culturel, ancré aussi dans l'histoire du pays? Si, bien sûr, parce qu'on voit encore des réunions spéciales comme la Noche de Brujas. C'est une fois par an, tous les sorciers, les chamans du pays se retrouvent pour extraire les mauvais esprits qu'ils avaient accumulés au long de l'année. Et il y a aussi, une fois par an, en mars, le renouvellement du pacte avec le malin, le diable. Merci David. Encore aujourd'hui en Afrique et notamment au centre du continent, la sorcellerie reste un problème sociétal phare. En effet, l'influence de la culture traditionnelle demeure encore très forte, amenant avec elle la culture de la magie, de la sorcellerie, du vaudouisme et d'autres usages occultes. Les règles de droit concernant ces pratiques sont généralement issues de la réglementation des anciens pays colonisateurs. C'est pourquoi on ne retrouve aucune allusion à la sorcellerie dans le droit anglophone, hormis un document qui fait office de jurisprudence nommé The Witchcraft Suppression Act du 18 août 1899, condamnant les sorciers et les accusateurs. Au contraire, le droit issu des anciennes colonies francophones y consacre des articles dans des codes pénaux. On peut citer notamment l'article 251 du droit camerounais ou les articles 162 et 162 bis du droit centrafricain. Cette réglementation répond avant tout à un réel problème de société. En effet, ces personnes accusées d'avoir pratiqué de tels actes et leurs proches se retrouvent en proie à diverses violences, vols et exclusions complètes du reste du village. Ces lois ont donc d'abord vu le jour dans le but d'assurer de la sécurité du prétendu coupable et prévenir les troubles de l'ordre public que ces rumeurs et accusations engendrent. La question qui se pose maintenant, est-il les résidus de la sorcellerie, de sa pratique et de ses impacts dans le droit aujourd'hui? Pour répondre à cette question, nous allons interroger et recevoir Madame Piolti, professeure, sociologue, juriste. Bonjour Madame Piolti. Bonjour. Y a-t-il aujourd'hui un équivalent, un phénomène assimilable, du moins dans notre période contemporaine, à la chasse sorcière?
Alors, question intéressante. Je pense que tout le monde l'a constaté, on retrouve rarement des bûchers dressés sur la place Bellecour. Donc évidemment non, il n'y a plus vraiment de chasse aux sorcières. En revanche, si on s'écarte un peu de cette définition bien précise, on peut constater qu'on retrouve, je pense là actuellement, au macartisme. Le macartisme, qu'est-ce que c'est? J'anticipe votre question. C'est dans les années 50, le sénateur McCarthy, du nom du phénomène, qui a entamé une véritable chasse aux sorcières, chasse aux communistes. Tous les communistes et tous les sympathisants du parti devaient être chassés du territoire états-unien, étaient pointés du doigt, étaient véritablement harcelés, on peut le dire. Et quelles sont les conséquences concrètes Les conséquences concrètes, eh bien déjà on trouve au Sénat même, des commissions, donc c'est quelque chose de vraiment officiel. Ouais. On trouve des commissions qui sont là pour enquêter sur des espions possibles dans le pouvoir exécutif, le pouvoir fédéral, etc. On retrouve aussi, il y a une procédure sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent être soumis à des enquêtes, voire relever de leurs fonctions sur simple soupçon de sympathie au communisme. Donc c'est quelque chose qui prend vraiment la société complètement. J'imagine qu'on retrouve beaucoup d'accusations, de la même manière que pendant la chasse aux sorcières 16e et 17e. Oui, à outrance, on trouve même des personnes très connues comme Charlie Chaplin, également George Marshall, qui était quand même un personnage très influent à l'époque. Donc oui, beaucoup d'accusations. Et du coup, vous vous en doutez, ma dernière question, comment parvient-on ou comment est-on parvenu à éradiquer ce fléau? À la fin, s'estompe un peu d'elle-même. Le sénateur McCarthy perd simplement le soutien de la population, de la masse populaire, perd le soutien des médias et tout s'effondre un peu sur soi-même. Donc, pour répondre à votre question initiale, non, ce n'est plus une chasse aux sorcières, mais on trouve quand même cette volonté de nuire à une certaine catégorie sociale. C'est plus vraiment une chasse aux sorcières, c'est plutôt une chasse à l'homme. Et donc, Madame Piolti, comment justifie-t-on aujourd'hui ce qu'on justifiait auparavant par le biais de la sorcellerie? Alors, donc, le surnaturel, par définition bête et basique, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Il y a bien des choses qui sortent de l'ordinaire, on ne peut pas le nier, mais dans notre droit très cartésien, il a bien fallu qu'on trouve des justifications. Le droit pénal actuel ne reconnaît pas du tout les bourreaux, les mages, la sorcellerie, etc. Il n'y a pas de notion de ça. Ce qu'on trouve en revanche, c'est l'excuse de la folie en fait. D'accord, donc il y a une reconnaissance légale de la folie? C'est exact. La folie, c'est un phénomène fou qui, je vais vous lire la définition du code pénal, trouble psychique ou neuropsychique. Donc c'est très large, c'est pas évident à vraiment définir, c'est défini par des experts, mais ça reste assez large pour qu'on puisse englober beaucoup de choses. Aujourd'hui, la sorcellerie et l'occultisme n'ont plus de place dans la loi française. On peut voir deux directions prises. Tout d'abord, un droit de laisser croire, tout comme n'importe quelle religion. Il faut sauvegarder la liberté d'expression et de croyance qu'on retrouve par exemple à l'article 11 de la CEDH. Parallèlement à cette liberté de croyance, il y a la volonté de maintenir l'ordre public et donc de protéger les citoyens. Si une sorcière cause des dommages à autrui, elle sera jugée pour ce préjudice et non plus pour sorcellerie. Cela relève donc de la protection des personnes. Socialement, on peut voir que la magie est aujourd'hui vue de manière beaucoup plus positive, au niveau littéraire, cinématographique, elle peut même être l'objet de commerce. La sorcellerie est certes éradiquée dans la plupart des pays industrialisés, mais il reste des prohibitions pénales dans certains pays comme l'Inde ou l'Indonésie. Étonnamment, le droit américain fait preuve d'une grande tolérance pour le surnaturel, notamment le cas des maisons hantées. Cela est probablement dû à la culture anglo-saxonne ou bien le fait que le procès de Salem est grandement influencé sur la procédure pénale et du mouvement des droits civiques. Cet épisode de Café d'Histoire est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci à la production, aux locaux de Lyon 3 ainsi qu'aux intervenants. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Notre thème sera les crimes de guerre. Merci.